Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux pour ce nouveau webinaire handicap et emploi du FIP proposé sur le thème de la sécurisation des parcours professionnels des personnes en situation de handicap. Je suis Françoise Bailly-Bécher, je suis ravie de vous accueillir et je suis accompagnée par Marie Schreiber qui s'occupera de toute la partie technique et qui fera rentrer aussi les personnes au fur et à mesure dans la salle qui attendent dans la salle d'attente. Et si vous avez des soucis techniques, c'est elle qui prendra la main. Si vous avez des questions, c'est elle aussi qui prendra la main. Vous l'avez remarqué, vous n'avez ni caméra ni micro puisque nous sommes très nombreux ce matin, pour ce webinaire. Donc, quand vous avez une question, vous levez la main et on prendra en note votre question et on y répondra, à la fin il y a un temps qui est consacré à la fin du webinaire sur ce sujet-là. Nous sommes donc réunis ce matin pour parler de la sécurisation des parcours professionnels puisque, on l'a vu, recruter des personnes en situation de handicap, c'est bien, les maintenir en emploi, c'est bien, mais leur offrir un déroulé de carrière comme tout autre agent, et bah, c'est aussi les enjeux aujourd'hui, qui sont en cours dans les différentes, organisations. Donc, on va revenir dans un premier temps sur, la notion de sécurisation des parcours, de quoi parle-t-on et quelles sont, vos obligations en tant qu'employeur, et pourquoi il faut, veiller à la sécurisation des parcours professionnels des personnes en situation de handicap. Et ensuite, j'ai, des témoins, qui ont, mis en place chacun à leur manière, des actions sur la sécurisation des parcours avec, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, qui a mis en place une étude, dont Christelle Brunet vous parlera et qui sera introduite par, Jérôme Friteau, le DRH, de la CNAV et le ministère de la Transition écologique, cohésion des territoires et maires qui a mis en place, l'article 93 de la loi de transformation de la fonction publique, et qui sera donc, présenté par, Fabienne Trombert et qui est venu accompagné de Loïc Sédillot qui est un agent qui a bénéficié de cet article 93. Sans plus attendre, je laisse la parole à Guillaume Lugagne, qui est donc directeur chez Evocaire. Evocaire, c'est, une filiale du groupe, Arturen Consulting, qui est un cabinet, ressources, en RH, spécialisé dans l'accompagnement des établissements de santé. Guillaume, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que juste, François, tu peux me confirmer que tu m'entends bien et que du coup tout le monde m'entend bien? Tout le monde t'entend, tout le monde te voit. Très bien, donc bonjour à tous et à toutes. Je vais tâcher de ne pas être trop long pour cette introduction. L'objet de cette introduction, c'est de poser le cadre de la notion de sécurisation de parcours professionnel et d'en opérer une définition en termes généraux et en termes managériaux. La sécurisation des parcours professionnels, ce sont des dispositions réglementaires, mais c'est avant tout un processus managérial. Comme vous le voyez sur la diapositive qui vous est projetée, dans un premier temps, la notion, c'est une notion qui n'est pas très ancienne, mais qui n'est pas non plus extrêmement récente. Et c'est une notion qui émerge dans des travaux académiques d'abord, dans le courant de la deuxième moitié des années 90, d'abord centrée sur la notion de parcours. Quand on entend sécurisation des parcours professionnels, on a tendance à entendre sécurisation ou sécurité en premier. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est d'abord parcours qui a été la notion qui a été travaillée pour ensuite être prise en main par des organisations syndicales, des organisations professionnelles, donc des professionnels pour la traduire en termes de gestion des ressources humaines et en termes managériaux. C'est cette notion que d'abord que la vie professionnelle est un chemin et que quand on est sur un chemin, on attend d'avoir une sécurité, c'est-à-dire savoir où on va, avoir un chemin qui est balisé, savoir au moins dans quelle direction on va, à défaut de savoir jusqu'à quel point on atteint. Mais c'est vraiment cette notion de chemin euh, qui passe du coup par la reconnaissance personnelle du salarié et qui ne confond pas ou qui essaye de dépasser
la confusion, entre guillemets, qu'on peut faire parfois entre une personne, un salarié, et un emploi ou un métier. Un emploi, un métier, alors un métier, c'est une notion qui est, on va dire, immuable. Euh, Être infirmier, c'est un métier. Être professeur, c'est un métier. Être juge, c'est un métier. Être policier, c'est un métier. Être diplomate, c'est un métier, etc., etc. Un métier, c'est immuable. Évidemment, les qualifications peuvent évoluer, mais le métier en lui-même, il a un contour qui évolue extrêmement peu. Un emploi, c'est moins immuable. Néanmoins, et surtout lorsqu'on parle du secteur public, un emploi, c'est un cadre d'emploi qui est budgété, qui est fixé et qui est sur lequel qui correspond à un poste de travail. Euh, à défaut d'être immuable, c'est une notion qui relève de quelque chose d'extrêmement fixe. Le salarié, la personne qui occupe cet emploi, la personne qui pratique ce métier, c'est par définition quelqu'un qui bouge, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui a des aspirations qui évoluent, quelqu'un qui a des compétences qui évoluent, quelqu'un qui a des situations personnelles qui évoluent. Donc là où l'emploi est fixe, là où le métier est immuable, la personne, le salarié, il est, pardon pour le terme, mouvant à tous les niveaux. Et ça a une incidence sur deux aspects, sur la situation statutaire ou contractuelle du salarié en question, et ça a une incidence sur les éléments de contraintes personnelles, c'est-à-dire de contraintes personnelles qui constituent ce qu'il est. Alors, en particulier, mais parmi d'autres éléments, la question de la situation de handicap, mais ce n'est pas la seule. Alors, ce webinaire est consacré spécifiquement à ce sujet, donc j'insiste dessus, mais c'est voilà, la sécurisation des parcours professionnels dans son acception managériale dans un premier temps, c'est d'abord cette notion que le salarié, il a des contraintes, il est une personne avant d'être un emploi, et donc il rentre dans, c'est une notion qu'on va aborder juste après, dans une carrière avec l'intégralité et l'ensemble de ses contraintes personnelles qui ne sont pas nécessairement celles du métier, celles de l'emploi. Pour définir du coup la notion de façon un peu plus précise, bon, vous savez comment on fait, hein, on va juste découper le terme. Le parcours professionnel se définit comme l'ensemble des mouvements qui sont opérés par un collaborateur, par un salarié, au cours de sa carrière, au sein de une ou plusieurs administrations, établissements publics ou entreprises. Il n'est pas interdit à un agent public dans le cadre d'une carrière, de changer de statut, entre guillemets, pour y revenir éventuellement. Et donc, le mouvement qui dure, alors aujourd'hui officiellement 42 ans et un trimestre, c'est un mouvement qui est long et au sein duquel il peut se passer énormément de choses. La notion de sécurisation qui l'accompagne est une notion qui est vraiment à définir précisément parce qu'elle est fondamentale, parce qu'elle recouvre trois aspects à la fois concomitants et qui ne sont pas détachables. Évidemment, la sécurisation, c'est d'abord le fait d'avoir des garanties. Des garanties sur son emploi et son métier d'abord, hein, puisqu'on a abordé ces notions, mais des garanties sur l'ensemble des éléments constitutifs de ce fameux chemin qui est le parcours professionnel. Souvent, on s'arrête à cette notion de garantie. La sécurisation du parcours, c'est la garantie de l'emploi. Pardon pour le terme. Ça n'est pas que ça. La sécurisation des parcours professionnels, c'est à la fois le fait d'avoir des garanties, mais c'est aussi le fait d'être rassuré. Et non pas d'être assuré, c'est-à-dire d'être assuré en permanence. D'avoir une assurance, c'est-à-dire le fait d'avoir une perspective avec du tangible derrière la perspective. Si je me place dans le cadre du statut ou du statut des trois fonctions publiques, c'est le fait d'être assuré d'avoir un accès à la promotion professionnelle de par le statut. Je vous prends un exemple, je suis aide-soignant, je sais que des dispositions statutaires me permettent de changer de métier et de devenir infirmier, par exemple. Alors évidemment, moyennant la réussite à un concours et des contraintes personnelles pour le coup, mais j'ai systématiquement cette garantie, cette assurance qui est en permanence renouvelée. Et dernier point,
et c'est le point le plus fondamental pour les employeurs publics, pour le coup, ou pour les gestionnaires des ressources humaines du secteur public, c'est le fait de donner confiance. C'est cette idée que dans la sécurisation des parcours professionnels, on ne sécurise pas une personne, entre guillemets, contre elle-même ou, entre guillemets, malgré elle. Donc, la sécurisation, c'est aussi une notion qui se partage entre l'employeur et l'employé. Je suis sécurisé, pas parce que j'ai une loi qui me dit que je suis sécurisé, mais parce que je me sens sécurisé, parce que j'ai un manager qui me donne confiance. Cette notion de sécurisation et les dispositifs réglementaires, législatifs et les processus managériaux qui vont avec se placent dans un certain contexte, du point de vue notamment des établissements publics et des administrations. Ce contexte, c'est un contexte, on va dire, de mouvement plus prononcé qu'il y a une vingtaine d'années à peu près. Aujourd'hui, toute fonction publique confondue, donc État, territorial, hospitalière, les personnels titulaires représentent 70% de l'ensemble des agents publics. Alors en 1995, c'était un peu moins de 90%. Ce mouvement s'opère d'abord par, on va dire, des politiques publiques globales, mais aussi par des attentes envers le statut qui ont évolué du point de vue des fonctionnaires ou des agents publics. Aujourd'hui, 57% des fonctionnaires, encore une fois, toutes fonctions publiques confondues, se disent prêts à changer de carrière. Alors, à changer de carrière, ça ne veut pas forcément dire à abandonner le statut, mais ça veut dire à envisager de prendre un chemin qui n'est pas le chemin qui était tracé, là, pour le coup, par le statut ou par ce qu'on appelle la carrière dans la fonction publique. On a un regard de la société qui a changé aussi. On parle aujourd'hui de crise de l'hôpital, de crise de la justice, de crise de l'éducation, de la sécurité. Alors, indépendamment du fait que derrière ces termes, il y a des réalités, il y a des sujets spécifiques pour chaque administration ou chaque catégorie d'établissement public, il y a aussi tout simplement une attente différente de l'ensemble des parties prenantes sur les métiers du secteur public de manière générale et la façon dont ces métiers sont envisagés et pratiqués par des personnes qui sont au demeurant dépositaires d'une autorité publique et donc qui ont par nature un respect qui est opéré de la part de la population et qui se retrouve d'ailleurs dans les sondages quotidiens d'opinion qui disent que 95% des Français aiment leurs infirmières, que 14% aiment leurs professeurs, que 93% aiment leurs policiers, etc. etc. Et donc, ces attentes-là, si vous voulez, doivent trouver une traduction à un moment dans la capacité des administrations à sécuriser, encore une fois, les parcours de leurs agents. Et puis, évidemment, on est dans un mouvement, alors, qui ne date pas de la loi de transformation de la fonction publique en tant que telle, mais dont la loi de transformation de la fonction publique fait partie et est un continuum sur la diversification des modes de recrutement, l'abandon des notes administratives, les modifications de critères de calcul des primes, qui ne sont que des exemples dans les modifications assez profondes qui ont été opérées dans la carrière publique ces dernières années, et même on peut dire ces dernières décennies, par les autorités publiques. La sécurisation des parcours professionnels, c'est pour moi le point le plus important de cette introduction. La sécurisation des parcours professionnels, ce n'est plus seulement la gestion sur le temps long, collective et uniforme d'un statut, alors que je qualifie de définitif, on va dire en tout cas d'un statut avec des éléments de rigidité importants, mais c'est une gestion individualisée des personnes sur le temps long. Sur le temps long, c'est-à-dire sur le temps de la carrière telle qu'elle est définie aujourd'hui. Dans la mise en œuvre d'une politique de sécurisation des parcours professionnels, évidemment, l'élément clé, c'est la compétence. Quel est le plus petit dénominateur commun de tous les salariés? Quand je parlais tout à l'heure de contraintes personnelles, c'est la compétence. Quelle que soit cette compétence, qu'ont en commun tous les salariés, c'est qu'ils ont une ou plusieurs compétences qui sont
éventuellement substituables, qui sont éventuellement identiques, qui sont éventuellement différentes, mais ils ont une compétence. Ensuite, les situations personnelles, si vous allez parler beaucoup de handicap ce matin, sont des situations qui ne sont pas forcément partagées pour le coup. Celle qui est partagée par tous les salariés, c'est la compétence. Et évidemment, pour maintenir et pour permettre un exercice de cette compétence ou de ces compétences, évidemment que dans une politique de sécurisation des parcours, je vais avoir une politique de formation, une politique d'évaluation annuelle, une politique de mobilité extrêmement importante et qui se couple avec un élément fondamental, alors qui fait partie pour le coup de la culture publique, beaucoup, qui est la culture de la promotion professionnelle tout au long de la carrière. Et je ne voudrais pas qu'on oublie dans cette partie deux notions qui sont fondamentales et qui font vraiment partie de la sécurisation au même titre que les autres, qui est d'abord la gestion des temps et de l'activité. C'est-à-dire qu'être sécurisé sur un parcours, sur un chemin de carrière, c'est aussi être sécurisé sur le respect de ses droits à repos, le respect de ses droits à temps, le respect de l'inclusion dans une équipe. Alors, Françoise vous a dit que j'étais plutôt spécialisé en établissement de santé. Dans les établissements de santé, mais c'est le cas dans beaucoup d'administrations ou d'établissements publics, la notion d'équipe est une notion vraiment fondamentale et prend tout un sens. Alors, un hôpital ne fonctionne pas sans travail d'équipe. Ce n'est pas une addition d'individualité. Et le travail d'équipe, ça veut dire des gens qui sont individuellement et collectivement gérés sur un temps de travail et une activité, c'est-à-dire des chronogrammes qui fonctionnent et qui fonctionnent encore une fois de façon totalement collective. Et évidemment, le dernier aspect, c'est la gestion des risques professionnels, puisque être sécurisé, c'est aussi être sécurisé physiquement, tout simplement, et avoir des conditions de travail, des outils de travail qui permettent de travailler en sécurité physique, psychique, intellectuelle. Voilà pour cette introduction et je relaisse la parole du coup à Françoise. Merci Guillaume pour cette introduction et de rappeler voilà, ces éléments de cadrage pour voir de quoi on parle effectivement dans la sécurisation des parcours. Pourquoi s'y attacher, on a vu donc les enjeux pour vous en tant qu'employeur, mais c'est aussi les enjeux du gouvernement puisque donc l'ancienne secrétaire d'État en charge du handicap, Sophie Cluzel, l'a rappelé l'année dernière dans une intervention à la préfecture de région en disant voilà, aujourd'hui recruter ne suffit pas, il y a des enjeux salariaux où il faut permettre une progression de carrière et d'accompagnement des transitions professionnelles. Et c'est aussi l'axe du défenseur des droits, puisque Fabienne Jégu, qui est expert handicap auprès de la défenseur des droits, l'a rappelé pas plus tard que la semaine dernière, que le handicap est le premier motif de saisine du défenseur des droits en matière de discrimination depuis bientôt 5 ans. Handicap et état de santé, hein, on parle des deux, et que l'emploi est le premier domaine dans lequel s'exercent ces discriminations. Le fait d'être en situation de handicap ou d'un état de santé maladie chronique multiplie par 3 le risque de discrimination au travail et que 80% des saisines qui sont reçues par le défenseur des droits concernent l'évolution de carrière ou le maintien dans l'emploi. Donc c'est vraiment des enjeux importants et des notions importantes à avoir en tête pour veiller, pour s'attacher à prendre en compte cette évolution des parcours professionnels. Je passe maintenant la parole à Fabienne Tronvert, qui est donc chef du bureau des recrutements au ministère de la Transition écologique et qui est accompagnée de Loïc Sédillot pour nous présenter l'expérimentation qui a été faite sur la mise en œuvre de l'expérimentation pour la promotion des agents en situation de handicap. Merci, merci Fabienne, merci Loïc de votre mobilisation ce matin et de votre présentation. Merci beaucoup, bonjour. Donc, avant de vous présenter le dispositif qu'on a mis en place, 2 petits points de contexte. Donc, effectivement, la loi de transformation de la fonction publique, là, qui vient d'être évoquée, et aussi un engagement ancien du pôle ministériel, donc composé, que je représente, composé
des ministères de la transition écologique, cohésion des territoires, transition énergétique KEMER, donc en faveur du handicap. Voilà, donc 2 points. Donc, comme vous le savez, là, un des volets de la loi de transformation de la fonction publique est d'inciter à une gestion plus inclusive des ressources humaines par le renforcement de l'égalité professionnelle et de l'aménagement des parcours professionnels pour les travailleurs handicapés. Donc, pour ce faire, elle propose plusieurs outils expérimentaux, notamment un dispositif de promotion dans la catégorie supérieure réservée aux personnes en situation de handicap. Donc, le ministère de l'écologie, donc, qui est engagé dans une politique volontariste d'emploi et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, donc, a décidé de mettre en œuvre ce dispositif. Il s'en est emparé, et de le mettre en œuvre de manière significative avec un volume de promotion importante, et ce dès 2021. Donc, je le disais, l'engagement du pôle ministériel en faveur des personnes en situation de handicap n'est pas nouveau. Donc, plusieurs plans ministériels se sont succédés en faveur du recrutement, mais aussi du maintien dans l'emploi dans le cadre de ces plans ministériels, dont le dernier plan 2017-2020 qui a été reconduit en 2021 et donc qui ont permis d'atteindre un taux d'emploi supérieur à 6%. Pour autant, des marges de progrès existent encore. Et donc, en 2022, la DRH du pôle ministériel s'est engagée dans la négociation avec les organisations syndicales, s'est engagée dans un protocole ministériel, et donc qui prévoit de poursuivre ce dispositif expérimental dont je vais vous parler après 2021, à hauteur d'au moins 15 à 20 postes de promotion par an, voilà, pour réserver aux personnes en situation de handicap. Donc, quels sont les objectifs que nous poursuivons avec ce dispositif expérimental? Alors, nous voulons accompagner les parcours professionnels et les développements de carrière des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, cela veut dire valoriser leurs compétences. Donc, ça a été très bien expliqué en introduction par Guillaume Lussagne, mais aussi favoriser les promotions, car on peut constater que donc les personnes en situation de handicap ont plus de difficultés dans la concurrence, donc à accéder à la promotion au sein de notre pôle ministériel et dans la fonction publique en général. Et puis plus accessoirement, c'est aussi un moyen supplémentaire d'inciter les personnes en situation de handicap à se faire reconnaître en tant que bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés pour pouvoir bénéficier de meilleurs accompagnements. Voilà, donc je vais vous présenter le dispositif de l'article 93, donc qui est un dispositif qui est proposé par la loi de transformation de la fonction publique, et donc qui est adapté aux fonctionnaires, mais en fait, je pense, selon moi, il pourrait être source d'inspiration pour les employeurs qui n'ont pas des personnels fonctionnaires. Donc, c'est pour ça que je vais vous le présenter quand même brièvement pour vous expliquer la manière dont nous l'avons mis en œuvre. Voilà, et si ça pouvait inspirer d'autres structures, ça serait peut-être une bonne chose. Alors, donc, je le disais, c'est un dispositif qui est prévu par l'article 93 de la loi de transformation de la fonction publique. C'est un dispositif expérimental et dérogatoire qui est ouvert aux seuls fonctionnaires en situation de handicap et qui leur permet d'accéder au corps de niveau supérieur. Donc, il est possible de l'utiliser jusqu'au 31 décembre 2026. Et sa mise en œuvre est très, très réglementée, puisqu'un décret en Conseil d'État définit précisément la manière dont on doit le mettre en place. Alors, qui sont les bénéficiaires de ce dispositif? Donc, il faut être fonctionnaire et remplir 2 conditions cumulatives
d'abord appartenir à l'une des catégories bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap et également justifier d'une certaine durée de service public. Donc, la durée habituelle, c'est plutôt 4 ans. Hein. C'est la durée qui est exigée pour accéder au corps supérieur, normalement par la voie du concours interne. Voilà, donc c'est un dispositif qui est expérimental, donc je le disais, dérogatoire, et donc il y a des particularités qui en font tout son intérêt. D'abord, il permet, et c'est important de le dire pour ceux qui travaillent dans des services de la fonction publique, il permet des promotions supplémentaires par rapport à celles qui sont autorisées annuellement par corps de fonctionnaires, et donc ces promotions sont réservées aux personnes en situation de handicap. Donc, pour le dire autrement, ce sont des promotions hors quota. Voilà, et ce sont des promotions qui se font sur des postes qui doivent être identifiés à l'avance. Alors, certains autres ministères qui ont mis en place le dispositif l'ont présenté sur des postes types. Nous, au ministère, au sein de notre pôle ministériel, nous avons affiché les postes à l'avance. Et donc, c'est important parce que on estime que c'est une des conditions de réussite de la mise en place de ce dispositif, parce que les personnes en situation de handicap peuvent se projeter sur un poste et postuler sur un poste en fonction de leur handicap, et donc ça facilite ça leur donne envie et ça les projette dans une promotion, et à mon avis, ça simplifie la motivation, en fait. Et donc, du coup, nous, à la DRH, pour nous, il est nécessaire, et c'est là un point aussi très important, de mobiliser les services employeurs pour qu'ils proposent des postes adaptés, donc ni trop isolés, ni trop exposés, pour que des postes qui soient adaptés pour des personnes qui accèdent à une promotion et qui donc vont avoir des fonctions d'un niveau supérieur. Et donc, c'est le point de départ du dispositif. Et donc, il faut mettre en place des moyens, des méthodes pour donner envie aux employeurs d'adhérer au dispositif et de proposer des postes dans leur structure. Voilà, donc de s'adresser directement aux managers. Donc, une fois que ces postes ont été sélectionnés, donc voilà, de manière assez classique dans la fonction publique, ils font l'objet d'un ou plusieurs avis d'appel à candidature qui sont publiés chez nous sur le site du concours du pôle ministériel, qui est accessible à tous les agents pour qu'ils puissent prendre connaissance du dispositif. Et ensuite, on met en place des commissions de sélection donc qui sont constituées par la DRH pour chaque avis d'appel à candidature. Et donc, une particularité de ces commissions, c'est qu'elles comprennent un correspondant handicap, en plus du représentant de l'autorité administrative, qui est le représentant de l'employeur, et puis aussi un chargé de mission du corps supérieur qui va accueillir l'agent. Voilà, donc du coup, les candidats ensuite, tous les candidats intéressés peuvent se présenter sur l'ensemble des postes qui sont offerts et qui ont été publiés de manière très claire et détaillée. Et comme pour un concours interne, donc ils remplissent un dossier de demande de candidature avec leurs états de service pour qu'on puisse vérifier qu'ils remplissent les conditions statutaires. Donc, je disais qu'elles étaient le plus souvent de 4 ans. Et aussi, bien sûr, rejoindre leur copie de leur reconnaissance de travailleur en situation de handicap qui doit être à jour. Et enfin, remplir un dossier, on dit RAEP chez nous, donc c'est un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Et dans ce dossier, ils présentent leur motivation, ils expliquent les compétences qu'ils ont développées et qui leur permettront d'exercer leurs fonctions dans un corps de catégorie supérieure.
Donc, la sélection ensuite se fait en 2 phases. Une présélection sur dossier. Nous avons eu beaucoup de candidatures à notre première expérimentation. Donc, on sélectionne d'abord sur dossier. Et ensuite, il y a une sélection sur entretien qui dure de 30 à 45 minutes selon la volonté des commissions de sélection. Voilà, et enfin, les lauréats sont détachés pendant 1 an dans le corps de promotion. Et ils seront reclassés dans les conditions habituelles d'accès au corps de catégorie supérieure par la voie du concours interne. On leur propose une formation statutaire adaptée. Et le déroulement de la période de détachement fait ensuite l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique. Et à l'issue de la période de détachement, la commission se réunit une 2e fois, voilà, pour apprécier l'aptitude professionnelle donc, du fonctionnaire et du lauréat pendant cette année de détachement. Voilà. Et ensuite, le lauréat est intégré dans le corps de niveau supérieur. Donc, vous le voyez, c'est très, très réglementé. Voilà, mais bon, dans la fonction publique, on a l'habitude d'organiser des concours et voilà, on arrive à rendre le dispositif assez fluide, hein, malgré tout. Donc, comment l'avons-nous mis en œuvre donc, en 2021 ? Donc, je vous le disais, le plus important, c'est de mobiliser les services pour qu'ils proposent des postes. Voilà, donc en 2021, donc on a pu réserver pour ce dispositif 4 postes donc, de catégorie A. Donc, dans la fonction publique, c'est la catégorie qui correspond au niveau cadre, et 14 postes de catégorie B, donc le niveau intermédiaire, voilà, qui ont été réservés. Pour nous, ce sont des promotions dans les 4 principaux corps du pôle ministériel, dans celui des attachés, donc pour des fonctions plutôt administratives, celui des ingénieurs, celui des techniciens du développement durable, donc notre corps intermédiaire technique, et le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable. Voilà, donc nous sommes un des tout premiers ministères à expérimenter le dispositif sur un nombre de postes aussi conséquent. Donc là, on a essayé d'adapter les textes réglementaires, comme je vous le disais, qui sont assez rigides. On les a adaptés de manière à éviter aux candidats de trop se déplacer, et on a créé des petites commissions voilà, qu'on a réparties un peu en fonction de la localisation des postes. Et donc, ça a donné lieu à 7 avis d'appel à candidature, donc, qui ont été publiés sur notre site des concours. Donc, les candidats ont eu 1 mois pour s'inscrire. Et donc, on a eu 58 candidats qui ont formulé 73 candidatures, puisque certains candidats se sont positionnés sur plusieurs postes. Voilà. Et pas uniquement sur un seul. Donc, 40 femmes et 18 hommes. Et donc 41 candidatures internes au pôle ministériel. Donc des candidats d'autres ministères se sont présentés quand ils ont vu l'appel à candidature qui a été relayé aussi sur les sites de la fonction publique. Voilà, donc on a eu 16 lauréats admis sur liste principale. Donc les 4 corps de catégorie A, donc les 4 postes de cadre ont été pourvus, et ensuite on a eu 2 postes non pourvus, donc au total on a 16 lauréats. Voilà. Donc on n'a pas terminé cette première session, puisque les lauréats ont été affectés sur leur nouveau poste le 1er décembre 2021. Donc, mais comme je vous le disais, il y a une période de détachement d'1 an. Donc, on est dans cette période de détachement. Et on a prévu un accompagnement.
Voilà, donc au fur et à mesure que le dispositif avance, on se met en ordre de marche pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour les lauréats et pour les accompagner vers la titularisation. Donc, je vous disais, on a organisé une formation statutaire. Donc, on a 2 écoles au sein de notre pôle ministériel, l'École nationale des techniciens de l'équipement ou de l'environnement, je ne sais plus, donc le NTE, ou l'École nationale des travaux publics de l'État pour les ingénieurs. Donc, ces 2 écoles ont proposé d'organiser une formation statutaire pour les lauréats. Et ensuite, on a mis en place un suivi individualisé par un conseiller mobilité carrière pour accompagner les lauréats vers la titularisation. Donc, ils les ont tous contactés pour savoir si ça se passe bien. Voilà. Et quand on détecte des difficultés, pour qu'on puisse mettre en place des dispositifs ou prendre des mesures pour aider les lauréats et les managers qui les ont intégrés dans leur équipe. Voilà, donc ça, c'est la phase qui est en cours. Et ensuite, on va mettre en place certainement une formation pour que les lauréats se présentent sereinement devant la commission de titularisation, donc qui interviendra avant le 1er décembre et la fin de leur stage. Voilà, donc l'objectif, c'est de pouvoir intégrer tout le monde dans le corps supérieur, donc au 1er décembre 2022. Voilà, donc avec ce dispositif, nous avons eu le grand plaisir d'être lauréat du prix de l'inclusion organisé par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, donc au niveau de la région parisienne, dans la catégorie maintien dans l'emploi et parcours professionnel. Et donc, je suis venue pour vous présenter ce dispositif accompagné de Loïc Sédillot, donc, qui est un des lauréats 2021 de la sélection que nous avons organisée pour le corps des attachés, donc le corps de catégorie A administratif du pôle ministériel. Donc, Loïc a pris ses fonctions le 1er décembre à la direction départementale des territoires des Yvelines sur le poste de chargé de mission planification qui est localisé donc à Versailles. Donc, Loïc, si tu es en ligne, est-ce que tu peux donc répondre donc, à 3 questions concernant la promotion dont tu as pu bénéficier. Donc, première question, comment as-tu eu connaissance donc, de ce dispositif qu'on a mis en place au ministère? Alors, bonjour Fabienne, bonjour à toutes et à tous. La connaissance du dispositif, eh bien, c'était en interne quand j'étais donc en administration centrale au sein de la Grande Arche de la Défense, de par le bouche à oreille et par donc le positionnement du concours BOETH, qui est un concours expérimental au titre de l'année 2021 sur le site de l'intranet du pôle ministériel. Donc pour la mise en œuvre l'année dernière en 2021. Et donc, je pense que tu t'es préparé pour réussir donc le concours. Donc, tu as ton dossier RAEP, donc reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, et tu t'es aussi préparé à l'entretien. Donc, comment ça s'est passé? Alors, tout d'abord, même si on dit promotion, donc pour accéder à un niveau supérieur, il faut quand même se dire que ça reste dans l'optique d'un concours, comme tout concours interne ou externe propre au ministère ou à d'autres ministères. Donc, ce n'est pas seulement la présentation du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, sachant qu'en 2012, j'avais été majeure au concours de secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Et puis, en 2016, j'avais eu les écrits du concours d'attaché classique qui avait été mis en place au niveau interne. Donc, je n'avais pas obtenu l'oral. En revanche, j'avais préparé le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Et pour cela, j'invite tout futur candidat à se positionner sur une formation RAEP qui a lieu donc dans les CVRH, donc c'est le centre ressources de formation interne au ministère, avec une préparation de quelques jours pour préparer le RAEP, sachant que c'est non seulement pour présenter ses motivations au regard donc de son expérience professionnelle, mais de son parcours professionnel, et qui peut être présenté d'une manière chronologique ou à défaut d'une manière thématique selon le choix de certains et l'approche donc de chacun pour la présentation du dossier. Sachant que le dossier RAEP doit être mis à une date fixe dans le cadre du concours, donc on ne peut pas y déroger. Et ce dossier, donc tout membre du jury l'a donc à portée de main donc lors de l'oral si le dossier RAEP donc est retenu. Mais c'est un document qui n'est pas un document en soi, qui est un document qui est noté en fait. Donc ça, il faut bien le savoir. Après, c'est la deuxième approche, lors de la prestation orale, qui peut valider ou non l'obtention du concours. Donc, je vois que tu t'es bien préparé, Loïc, pour réussir, et donc tu as utilisé les formations qui sont déjà proposées par le ministère pour se préparer classiquement donc, aux examens professionnels. Voilà. Ouais. Et donc, par rapport à ce dispositif qui est donc réservé aux personnes en situation de handicap, quel est ton ressenti Comment tu as vécu cette possibilité supplémentaire donc, qu'on a offerte? Alors, ce dispositif expérimental, je trouve à mon égard que c'est une opportunité pour chacun qu'il faut absolument saisir dans le cadre donc d'une invalidité ou d'un handicap. Bon, moi, c'est un handicap moteur propre aux membres inférieurs. Toujours est-il que j'invite toute personne qui a soit une RQTH ou qui est reconnue donc, de par sa carte d'invalidité donc, au titre du handicap, à saisir cette opportunité pour se présenter donc, dans le cadre de la promotion BETH, sachant que le concours en soi, non seulement c'est une opportunité, mais aussi il faut s'investir. C'est-à-dire que pour la préparation de ce concours, il faut préparer 1 an à l'avance sur les grandes thématiques du ministère, sur les politiques publiques et régaliennes de l'État, mais aussi à l'issue des concours, il faut aussi s'investir sur son nouveau poste. C'est-à-dire que l'obtention du concours, c'est juste un palier, parce que quel que soit l'employeur ou même la structure dans laquelle on est appelé à travailler à l'issue du poste que l'on a choisi, puisque les postes sont définis en amont du concours, il faut savoir qu'il y a une appréhension sur le handicap en soi. Donc, il faut être non seulement bon, mais aussi susciter l'envie, non seulement de le faire ressentir au jury, mais aussi au niveau de l'employeur, lui susciter l'envie qu'on veut vous prendre dans le service parce que vous êtes sympa, vous êtes motivant, vous êtes moteur. Et on n'est pas là pour se plaindre, mais pour travailler ensemble et pour avoir une excellente cohésion sociale et d'intégration. Merci Loïc. Donc, je vois que tu as l'air bien intégré dans ton service de promotion. Donc, je vous le disais tout à l'heure en début d'intervention. Donc, le dispositif a été inclus dans notre protocole handicap négocié avec les organisations syndicales. Donc, on l'a reconduit en 2022.
Donc, en 2022, on a de nouveau sollicité les services pour proposer des postes. Et en 2022, donc 23 postes ont été proposés et donc réservés à la promotion des services des personnes en situation de handicap. Donc, pour 2022, 4 postes de cadre et 19 postes en catégorie B. Donc, nous avons cette année 115 candidats qui ont été admis à concourir. Et on a 63 candidats qui sont admissibles pour pouvoir se présenter aux entretiens. Voilà, donc plus de candidatures que l'année dernière parce que on a fait davantage de communication sur le dispositif. On a essayé de s'améliorer par rapport à l'organisation. Voilà, et puis des candidats qui n'étaient pas prêts l'année dernière, eh bien, comme disait Loïc, des fois il faut une année de plus pour bien se préparer. Voilà, donc ces candidats arrivent cette année. Donc, on a mis en place pour l'année 2022 un nouveau calendrier avec une affectation prévue au 1er septembre. On estime que c'est plus favorable pour les personnes concernées en cas de déménagement, si elles postulent sur un poste qui est un peu loin de chez elles, pour qu'elles puissent déménager avec leur famille. C'est plus pratique pour la rentrée des classes le 1er septembre. Voilà, et les auditions donc par les commissions vont se tenir à partir du 20 juin. Voilà, donc on met aussi en place, on a un dispositif d'accompagnement, donc on améliore et qu'on va améliorer chaque année. Voilà, cette année, on va accompagner les candidats pour la préparation des entretiens. Voilà, donc les CVRH, donc c'est nos centres de formation internes au ministère, vont contacter les candidats admissibles pour leur proposer un petit entraînement à l'entretien. Et on est aussi en train d'élaborer pour la session 2023 un kit global d'accompagnement du début à la fin du process qui sera adressé donc aux personnes concernées. Voilà ce qu'on a fait en 2022-2023. Et je passe la parole, je redonne la parole à notre organisatrice. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Alors, il y a eu beaucoup de questions pendant votre intervention. On les a notées, on les prendra à la fin puisque je voudrais effectivement laisser la parole à Jérôme Friteau et Christelle Brunet de la CNAV, puisque Jérôme, bonjour et merci de votre présence. Je sais que vous avez une matinée chargée avec un séminaire DRH chez vous, effectivement. Donc, je vous laisse la parole pour voilà, sur ce sujet, et vous remercier d'intervenir sur ce sujet de la sécurisation des parcours professionnels, puisqu'une étude a été menée au sein de la CNAV l'an dernier et au début d'année. Pour vous, quels étaient vos enjeux pour justement que vous intéressez plus particulièrement à ce sujet-là? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'introduire ce beau webinaire et je suis désolé de ne pas pouvoir rester bien longtemps parce qu'effectivement, dans la salle juste à côté, j'ai une quinzaine de DRH qui passent la journée avec nous. Mais je suis quand même ravi de pouvoir dire quelques mots. Effectivement, on a une politique handicap au sein de la CNAV qui est très dynamique depuis pas mal d'années parce que finalement, c'est un enjeu qu'on a complètement intégré à nos politiques RH. Il a été très longtemps orienté sur notre capacité aussi à recruter des personnes en situation de handicap, à maintenir dans l'emploi, à adapter les postes de travail. On pouvait se prévaloir fin 2020 de 7% de nos effectifs en situation de handicap. On a voulu cranter un petit peu cette politique et lui donner un caractère qualitatif peut-être plus fort, puisque finalement, on a quand même près de 3/4 de nos salariés en situation de handicap qui sont sur nos emplois d'entrée, je dirais,
et plutôt sur des catégories non cadres pour ce pourcentage-là. Et nous avons voulu diagnostiquer déjà et essayer de dynamiser aussi leur parcours professionnel, puisque que ce soit des salariés en situation de handicap ou tout type de salariés, on est quand même sur un fort taux de fidélisation à la CNAV. Pour les salariés en situation de handicap, on est à 19 ans en moyenne. Donc, vous le voyez à travers ce chiffre, on a un besoin quand même de ne pas gérer simplement du maintien dans l'emploi, mais aussi une trajectoire professionnelle. Tous les salariés, indépendamment de leur profil, souhaitent aujourd'hui avoir une évolution professionnelle, une trajectoire salariale bien sûr, mais aussi une dynamique d'emploi. Et c'est vrai qu'à la CNAV, on a 140 métiers différents, on a une organisation un peu complexe, donc on a besoin aussi de créer ces parcours. Il est vrai que aujourd'hui, on constate un décalage entre les salariés et plus particulièrement la communauté des salariés en situation de handicap, malgré un taux de mobilité interne qui est très, très important à la CNAV, puisqu'on fait 350 mobilités par an pour 3500 salariés. Donc, on a envie d'inscrire, d'intégrer pleinement les salariés en situation de handicap dans cette dynamique-là. Et c'est un peu ça qui a généré cette étude, ce besoin de diagnostic et puis d'identification de nos actions pour essayer à la fois de promouvoir, mais aussi de rendre possible ces parcours professionnels avec la formation qui va bien, puisqu'on est quand même une organisation apprenante, et puis tout l'accompagnement qu'on peut donner, intégrer aussi les questions d'outils qui sont pour nous assez prégnantes et qui, pour certains types de handicap, peuvent rendre plus difficile, on va dire, certains parcours. Mais c'est un peu tout ça qu'on a voulu diagnostiquer. Voilà. Exactement. Merci, merci beaucoup pour ces propos introductifs. On vous, on vous libère. Très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite un Mais très bon merci infiniment. Merci beaucoup, Jérôme. Christelle Brunet, donc, qui est responsable de la mission handicap à la CNAV, va prendre le relais pour présenter justement ce diagnostic dont parlait à l'instant Jérôme. Et l'origine de votre réflexion était aussi la convention que vous avez fait avec le FIPHFP, me semble-t-il. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on a une politique handicap depuis 2012 qui est assez dynamique. Il y a plusieurs conventions qui se sont succédées. Donc là, on est sous convention 2020-2022 et à l'occasion des travaux préparatoires de cette nouvelle convention, donc travaux qui ont eu lieu en 2019, on a réalisé des focus group avec les personnes en situation de handicap et il y a un propos qui nous a été adressé de dire nous, salariés en situation de handicap, nous ne bénéficions pas du même développement de carrière que les salariés ordinaires. Donc, les propos étaient on postule, ça n'aboutit pas, on est à part, on n'a jamais de formation. Voilà, c'est ce type de propos qui a été recueilli. Et ces propos ont été relayés en instance par les élus. Donc, à partir de là, en tant qu'employeur, on avait deux scénarios possibles. Le scénario de se dire, oh là là, on est déjà extrêmement chargé de projets RH et on verra ça plus tard. Ou le scénario de se dire, aujourd'hui, on a une maturité suffisante sur le sujet du handicap pour aller voir un peu ces zones d'ombre et pouvoir objectiver les propos qui nous sont adressés. Et c'est ce choix-là qu'on a fait d'aller creuser. Et effectivement, cette action, elle s'inscrit dans la convention, puisqu'à l'occasion du projet de conventionnement proposé au FIP, on avait sur l'axe innovation sollicité un budget pour pouvoir mener cette action en étant accompagné par un cabinet. Donc ça nous a été, cette action a été validée dans le cadre de la convention.
Donc pour moi, ça a vraiment été un facteur de déclenchement du passage à l'action parce que, bon, déjà, il y avait un budget, donc c'était plus facile pour moi en tant que référente handicap de dire, ben voilà, maintenant, on y va, même si la CNAV a dû abonder, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la convention FIP, elle est pour nous une feuille de route. Donc à partir du moment où c'est inscrit dans la convention, on va forcément déployer l'action. Et puis, je souligne aussi que le fait d'être accompagné par un cabinet extérieur sur ce sujet-là qu'on n'avait jamais étudié, parce que ça nous a permis vraiment de monter en compétences et qu'il y ait un transfert de compétences sur cette analyse et aussi de cadencer en termes de temporalité, d'avoir une belle cadence de l'étude parce que parfois quand les projets sont développés uniquement en interne, on a tellement de sujets que ça peut aussi voilà, avoir le travers de prendre beaucoup de temps et puis du coup de perdre un peu en intérêt. Donc voilà l'intérêt que moi j'ai vu à être accompagné, à être financé par le FIPHFP. Après, il y avait une dimension quand même partenariale en interne Mm. qui était très importante pour pouvoir mener cette étude. Tout à fait. Moi, j'ai vu à cette étude un grand intérêt parce que j'ai senti que pour les acteurs RH, il y avait un renouvellement de l'intérêt sur le sujet du handicap parce qu'on arrivait avec un prisme qu'on n'avait jamais mobilisé. C'est le développement professionnel d'une population particulière qui sont les personnes en situation de handicap. Donc, il y a vraiment eu une mobilisation des acteurs RH concernés qui m'a moi-même surprise parce que ça a quand même été une étude un peu chronophage au travers d'entretiens individuels avec le DRH, avec les acteurs de la formation, du recrutement, des entretiens individuels avec la médecine du travail, les infirmières, chronophage aussi pour la mission handicap en termes d'organisation, des groupes miroirs avec les personnes en situation de handicap, les élus, les managers. Donc, il y a eu vraiment un engagement. On a concaténé aussi beaucoup de documentation qui a été remis au cabinet. On a fait aussi un gros travail avec le pôle data RH de la DRHT. Et vraiment, l'ensemble des acteurs, il y a eu vraiment une mobilisation et un souhait que ce ne soit pas juste de la poudre aux yeux, qu'on aille vraiment objectiver ces propos en ayant la capacité de voir dans nos process RH qu'est-ce qui peut mettre à mal le souhait de développement professionnel et qu'est-ce qu'on fait déjà de bien, mais en tout cas que ça débouche sur des actions concrètes en fait. Et donc, on l'a vu en introduction avec les éléments de cadrage de Guillaume Luguen sur les éléments à prendre en compte, sur la formation, sur la mobilité, sur la promotion. Tout ça, c'est des éléments que vous avez vus dans le cadre de cette étude. Et quels sont les éléments qui vous sont apparus, qui vous ont un peu sauté aux yeux est-ce qu'il y a eu des surprises ou est-ce que voilà, ça a confirmé certaines choses? C'est quoi pour vous les éléments importants? Alors, on voit que sur l'ensemble des indicateurs data que nous sommes allés regarder, alors la marge elle est faible, mais on est toujours un peu en deçà de la population ordinaire sur l'accès à la formation, sur l'accès à la mobilité, soit verticale, soit horizontale. Donc sur ces 3 dimensions-là, la marche, elle est pas énorme, mais on voit qu'on est légèrement en deçà, donc que nous avons des actions à mener pour passer ce petit pas. Là où on a été plus rassurés, c'est qu'en termes de développement salarial, il n'y a pas de décalage entre le développement salarial des personnes en situation de handicap et le reste de la population. Donc là, on a été rassurés et en même temps, on voit aussi que sur d'autres dimensions, on a des actions à mener et c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Et donc ça fait un petit peu bouger les lignes en interne, c'est ça? Et donc il y a Oui.
vous avez des indicateurs. Maintenant, vous veillez à quels Alors, éléments depuis… Là, donc concrètement, suite au diagnostic, on a déjà eu en interne DRH 3 ateliers de travail pour identifier des actions à mener. Alors, on n'a pas envie de s'engager sur des actions qu'on n'arrivera pas à mettre en place. On veut vraiment être sur un plan d'action sur le second semestre 2022 et sur l'année 2023, des actions très concrètes et très réaliste, réalisable. Une de ces actions, c'est l'engagement de suivre effectivement les indicateurs data qui nous semblent pertinents pour suivre cette population et de se dire, voilà, tous les ans, on va produire cette data et pouvoir la communiquer au sein de la DRH et puis plus largement en instance. Ce que je n'ai peut-être pas indiqué, c'est que le diagnostic que nous avons fait et le plan d'action qui va être en regard sera aussi présenté au second semestre 2022 dans le cadre des instances représentatives du personnel. Donc ça aussi, ça nous engage. Donc j'ai indiqué voilà la data. Après, il y a des actions qui sont déjà vraiment qui sont à finaliser et d'autres sur lesquelles voilà on sent bien qu'on va s'engager. Très concrètement, la SEPH 2022 sera consacrée à la sécurisation des parcours. Donc on va proposer aux personnes en situation de handicap de pouvoir bénéficier d'ateliers avec un temps collectif pour les accompagner et puis des temps individuels où ils seront rencontrés par un chargé de recrutement et accompagnement carrière pour travailler sur leur parcours, sur les projections, pour aussi travailler sur les outils de la mobilité que sont le CV, que sont la lettre de motivation. Et ce premier atelier qui aura lieu au moment de la CEP 2022, on aimerait pouvoir le proposer de manière régulière tous les ans. Nous avons également des coachs internes à la CNAF qui, pour l'instant, sont mobilisés sur le soutien des managers. C'est aussi faire la proposition aux personnes en situation de handicap, quand elles souhaitent avoir un parcours de développement, de pouvoir être soutenues sur la dimension empowerment, réassurance sur les compétences par les coachs internes, parallèlement à un suivi par les personnes qui s'occupent de l'accompagnement carrière. Ça veut dire aussi on a identifié des actions vers la communauté managériale pour que ce sujet du développement professionnel soit aussi porté par les managers. Ça veut dire les sensibiliser au développement professionnel de l'ensemble des collaborateurs, mais aussi sur cette population spécifique. D'autres exemples d'actions, donc on n'a pas terminé de travailler sur le plan d'action qui doit être finalisé là tout début septembre. Qu'est-ce qu'on a identifié également? Alors après, Des plus… outils à destination des managers aussi Pardon? Des outils à destination des managers Oui, sur le il y a site effectivement, par manager. exemple, on a identifié que dans les trames de AEA, la dimension Entretien handicap, d'évaluation annuelle. voilà, oui, voilà, exactement, au moment de l'évaluation annuelle, la dimension du handicap n'était pas indiquée, formalisée. Donc, du coup, mettre une mention à l'intention des managers pour qu'ils pensent bien à interroger la personne déjà sur son aménagement de poste, mais plus spécifiquement sur ses projections professionnelles. Et puis, on a aussi pensé qu'au moment où la personne est intégrée dans son poste, normalement, pour une personne, on va dire, ordinaire, dans les 6 mois, on fait un entretien de bilan d'intégration. Et là, on a vraiment conscience que voilà, il y a un soutien à faire au moment de la prise de fonction et un bilan plus formalisé qui sera fait non pas à 6 mois, mais à 3 mois en fait.
Et puis globalement, ce qui nous est apparu aussi, c'est que effectivement, Jérôme Friteau disait on a 140 métiers et parfois la lisibilité des trajectoires, elle n'est pas claire et il y a une forme d'autocensure des personnes. Donc c'est mettre aussi en valeur les trajectoires positives de personnes en situation de handicap et il y en a. Donc, au travers de témoignages, de vidéos, d'écrits, aller beaucoup plus mettre en valeur les personnes qui se sont lancées et qui ont eu du développement de carrière au cours des années, en fait. Très bien, merci, merci Christelle. Je pense que c'était l'expression qu'avait utilisée aussi le XEDIO pour présenter son parcours tout à l'heure, c'est que l'expérimentation qui est mise en place, les actions qui sont mises en place à la CNAF comme au ministère, c'est comme un coup de pouce en fait pour les personnes et c'est les accompagner à oser, vous l'avez dit tout à l'heure Christelle, c'est la dimension d'empowerment, c'est oser le pouvoir d'agir et oser avoir un déroulé de carrière aussi, puisqu'il y a ces phénomènes d'autocensure dont on parle aussi régulièrement sur les politiques handicap. Merci, merci beaucoup Christelle. Fabienne, Loïc, il y avait des questions, je reviens plus en amont, il y avait des questions pour vous, si vous voulez bien qu'on les balaye ensemble. Je reviens en arrière. Alors, c'est très technique, hein, il y a des actions qui sont un peu techniques. Sur les 15-20 postes que vous avez présentés, quelle est la part de l'effectif du ministère cela représente-t-il ? Oui, alors effectivement, nous sommes assez nombreux, mais là, on parle de promotion, non pas de grade. Donc, je m'adresse en particulier aux personnes qui sont dans la fonction publique et qui feront bien la différence entre les promotions de grade et les promotions de corps. Donc, promotion de corps, c'est des changements de catégorie. C'est pas si facile de changer de catégorie, même quand on est fonctionnaire. Donc là, on est vraiment dans des promotion des changements de catégorie. Et donc, 15-20 postes dans ce cadre-là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quand même pas mal. Hein. Ça correspond au concours interne et à la liste d'aptitudes, voilà, et pour les fonctionnaires et aussi aux examens professionnels. Mais là, on est plutôt sur des promotions type concours interne à partir de 4 ans de service public. Donc, c'est plutôt bien, sachant que c'est des promotions en plus, puisque les personnes en situation de handicap, évidemment, peuvent aussi passer les promotions classiques. Très bien. Merci. Alors, revenir peut-être sur encore une fois, le côté technique, c'est au cas où la personne aurait été contractuelle avant d'être titularisée, cette ancienneté est-elle prise en compte ou seulement l'ancienneté en tant que fonctionnaire? Alors, il faut être fonctionnaire pour pouvoir présenter le concours, ça c'est sûr, il faut être fonctionnaire puisque c'est une promotion dans un corps de fonctionnaire. Par contre, si la personne avait une ancienneté de contractuel, évidemment, elle est prise en compte. Puisque c'est des années de service public, voilà, de contractuel public. Voilà. Parce que les choses soient bien claires, des contractuels publics et pas privés. Merci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre taux d'emploi au ministère? Alors, il est supérieur au taux légal. Voilà, donc exactement de combien, je ne peux pas le dire précisément, parce que voilà, moi je m'occupe de recrutement, mais je ne suis pas spécialiste des sujets handicap. Voilà. Et il est supérieur, mais c'est variable selon les régions. Il y a des régions plus ou moins, qui ont un plus ou moins bon taux d'emploi, je dirais. Et donc, notre politique, c'est d'encourager les personnes à se déclarer pour pouvoir bénéficier des accompagnements. Et mes collègues qui s'occupent de ces sujets-là sont très actifs en la matière, notamment dans le cadre du protocole dont je vous ai parlé dans mon intervention.
Une personne demande s'il y a eu des échecs et si oui, quelles en étaient les causes? Alors, en 2021, on avait proposé 18 postes, donc 18 promotions possibles. Donc, et on a eu que 16 lauréats. Donc, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un échec, mais en fait, il y a 2 postes qui n'ont pas été pourvus parce que, eh bien, il n'y a pas eu de candidature sur un des postes. Donc, il n'a plu à aucun des candidats. Et sur un autre poste, on avait un lauréat, mais il était lauréat sur 2 postes. Donc, il a choisi celui qu'il préférait. Voilà, c'est aussi, en plus d'une promotion, c'est aussi la rencontre entre une personne avec des compétences voilà, et un poste. Donc, je disais, c'est l'intérêt du dispositif parce que ça facilite la réussite au final, puisque les personnes, en fonction de leurs compétences et de leur profil, vont postuler sur des postes qui multiplient leurs chances de réussir à accéder à un niveau supérieur de responsabilité. Hein. Voilà. Une autre question, combien de candidats retenus proviennent d'autres fonctions publiques? Alors, on a eu on a eu pas mal de candidatures d'autres ministères, hein, puisque le dispositif et le décret d'application de la loi de transformation de la fonction publique qui le prévoit, impose, et c'est tout à fait normal hein, pour un concours, une publication sur le site des concours qui est reliée sur le site score de la DGAFP. Voilà. Et donc, pas mal de candidatures de fonctionnaires hors ministère et 4 lauréats qui viennent d'autres ministères. Alors, comme j'ai vu passer la question, j'ai repris mes stats. Donc, on a un lauréat de la ville de Paris et 3 lauréats du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Et tous les autres, par contre, sont des lauréats internes. Merci. Est-ce que la publication sur le site des concours est-elle obligatoire ou est-ce que c'est un choix de votre part? Voilà, donc je viens d'y répondre. Donc, c'est obligatoire. Voilà, c'est pour faire une publicité maximum vis-à-vis des personnes concernées. Et cette publication n'est pas encore suffisante puisqu'on voilà, tout le monde ne consulte pas le site des concours. Hein, voilà, donc il faut en plus faire des communications. Donc, on communique en interne sur notre intranet et on envoie l'information à nos bureaux RH de proximité pour qu'ils la relayent directement auprès des agents qui se sont déclarés en situation de handicap. Voilà. Une autre question sur les critères pour la commission qui appréciera l'aptitude professionnelle à l'issue de l'année de détachement. Alors, la commission n'a pas encore eu lieu. Voilà, donc on est en train de travailler à ces critères pour qu'ils soient partagés entre les membres de la commission et les lauréats qui vont se présenter. Donc, bon, j'aurais du mal à vous en donner les détails, mais l'idée, ça sera de s'appuyer sur le rapport qui est aussi prévu par les textes hein, du manager, hein, du supérieur hiérarchique qui aura évalué l'agent pendant sa période de détachement, et puis de faire un bilan de cette année-là pour voir si le lauréat se sent confortable dans ses nouvelles fonctions, s'il a monté la marche, hein, en gros. Hein, après, dans le détail, comment on va procéder. Donc, ça, c'est nos travaux futurs et qui se rapprochent puisque les commissions auront lieu avant le 1er décembre. Voilà. Merci. Oui, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Hein, vous êtes sur. Alors, c'est effectivement une expérimentation proposée par le législateur, mais c'est pour vous aussi une expérimentation et vous apprenez en marchant et vous améliorez aussi au fur et à mesure vos pratiques.
Oui, c'est un petit peu l'idée, voilà, on est parti de zéro, on s'est emparé du dispositif et l'idée, c'est de l'améliorer chaque année. Donc, le dispositif s'arrête en 2026, hein, puisque c'est une expérimentation qui est prévue jusqu'en 2026. Et nous, notre souhait, c'est que ce soit reconduit au-delà. Donc, il faut profiter de ces années expérimentales pour mettre en place quelque chose de solide, avec un bon accompagnement. On espère que les autres ministères vont s'en emparer comme nous pour que la DGAFP décide de maintenir le dispositif. Voilà, il est prévu jusqu'en 2026 de manière législative. Voilà, donc il faudra que d'ici 2026, la loi soit adaptée pour que ça devienne pérenne. Est-ce que vous, de votre côté, vous l'avez dit en introduction, mais peut-être que c'est passé rapidement pour nos auditeurs, c'est que vous aviez des plans handicap quadriennaux et là, vous passez sur un protocole d'accord donc qui est signé avec les organisations syndicales et ça ancre un peu plus le dispositif puisqu'il est inscrit dans ce protocole. Ça l'ancre un peu plus pour vous en tant que ministère déjà. Oui, on s'engage à le mettre en place tous les ans, tant que, bien sûr, il existe jusqu'en 2026. Donc, on va le mettre en place et en essayant d'avoir au moins 15 à 20 promotions possibles, voire plus, hein, puisque cette année, on en propose 23. Voilà. Et ensuite, on fera un bilan chaque année à la DGAFP pour leur dire comment on procède, comment on fait, tout l'intérêt qu'on a à déployer ce dispositif, comment on l'améliore chaque année, comment il permet et il incite les personnes concernées à se déclarer pour pouvoir bénéficier du dispositif. Donc, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est quelque chose de vertueux. Voilà, et essayer de contribuer à la promotion plus égalitaire, hein, des personnes en situation de handicap. Et vous l'avez mentionné aussi, l'idée, c'est de pouvoir s'inspirer de ce dispositif et pouvoir le déployer hors fonctionnaire, par exemple. Oui, par exemple, je pense qu'il est tout à fait adaptable pour des sociétés privées ou qui n'ont pas de fonctionnaires dans leurs effectifs. Voilà, s'inspirer du dispositif. Alors, le cas de, qu'il faut pardon, je me suis retenir, c'est la promotion en plus, prévoir des promotions en plus. Je pense que dans toute entreprise, il y a entre guillemets des quotas de promotion de par la gestion des effectifs et de la masse salariale. Hein. On est bien obligé de contingenter un petit peu, donc de prévoir en plus, s'inspirer du fait qu'il faille mobiliser les managers pour qu'ils aient envie de recevoir et d'accueillir des personnes en situation de handicap dans leurs équipes. Voilà. Alors là, ça c'est propre à chaque entreprise. Hein. Nous, on est un ministère, donc chaque année, on essaie de trouver de nouvelles façons de les inciter. Voilà, donc moi, je travaille dans un bureau qui s'occupe de recruter. Donc, mon objectif, c'est de pourvoir les postes et on peut aussi pourvoir des postes par la promotion de personnes en situation de handicap. Hein. Donc, il y a des postes vacants. Pourquoi ne pas les réserver pour ce dispositif? Voilà, donc nous, on procède un petit peu comme ça. Je vois que j'ai vu que la CNAV avait aussi des idées pour favoriser les parcours, donc ça c'est bien aussi. On pourra nous aussi s'en inspirer. Les regards croisés, c'est toujours intéressant. Il faut toujours prendre les points positifs que font les autres, voilà, pour essayer d'améliorer nos propres pratiques. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on essaie de faire passer pour que ce dispositif devienne pérenne.
Merci. Et oui, c'est ce que je voulais préciser, c'est que la CNAV, si elle relève de la fonction publique statutairement, les employés sont des salariés de droit commun. C'est pour ça qu'on parle de salariés dans le discours de la CNAV et celui de Christelle et celui de Jérôme Friteau. Donc, on est bien sur des salariés en situation de handicap. Voilà, ça aurait pu interpeller certains d'entre vous qu'on ne parle pas d'agents. Question pour les deux, il y a la dimension managériale qui est importante. Vous l'avez mentionné chacune de votre côté sur l'importance du rôle du manager et de son implication et de sa sensibilisation aussi en amont. Ah bah oui, c'est vraiment essentiel. Et nous, on a déjà des actions qui sont menées, notamment vers les personnes qui prennent des fonctions managériales, de les sensibiliser à la discrimination. Et puis, enfin, on a une journée qui est, voilà, qui est... À la lutte contre les discriminations, si je puis me Oui, permettre. voilà. Donc, oui, voilà, exactement. Et puis, du coup, on arrive au sujet du handicap, mais il y a beaucoup d'autres actions à mener parce qu'on voit que même si les acteurs RH sont convaincus, il y a des choses à dénouer du côté des managers. Il y a vraiment une vision à transformer et que ça, c'est voilà, des actions au long cours. Et moi, je vois tous les jours qu'il y a des bonnes choses qui se passent, mais il y a aussi parfois des nœuds dont je suis moi-même surprise. Donc, il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire, en fait. Oui, même constat pour le pôle ministériel que je représente. Il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. Et notre protocole prévoit voilà, d'avancer sur ces sujets. Donc, bon, moi, j'en parlerai pas plus que ça, puisque moi, je ne suis pas une spécialiste du handicap, mais on travaille de concert avec la sous-direction de notre DRH qui s'occupe de ces sujets pour dénouer, je trouve que le mot est bien trouvé, pour dénouer ce qui accroche, quoi. Encore. Sachant qu'on a quand même, nous, été surpris de voir le nombre de postes proposés quand même pour le dispositif. La première année, 18 postes. On a trouvé que c'était pas mal pour une première expérimentation. Et je tiens à le dire, ils ont été proposés par des managers, par des chefs de service qui, dans leurs équipes, ont des personnes en situation de handicap dont ils ont tous les jours, dont ils peuvent constater la compétence. Voilà, et qu'ils ont eu envie de promouvoir. Alors effectivement, le dispositif, c'est un dispositif qui garantit l'égalité c'est un concours, hein, donc ils n'ont pas forcément, ils se sont pas forcément adressés aux personnes de leur service pour que celles-ci obtiennent des promotions, mais quelque part, enlever les nœuds, ça émane aussi des personnes en situation de handicap qu'on recrute et dont on fait monter en compétences pour donner envie aux managers de proposer des postes de promotion. C'est le cercle vertueux qu'on essaie de mettre en place et qui est un travail de chaque jour. Les personnes qui travaillent sur ces sujets-là le savent bien. Loïc, vous l'avez dit quand on a préparé ce webinaire, il y a tout un travail de préparation en amont pour votre candidature, pendant le concours, mais aussi après, justement. C'est aussi... ça ne s'arrête pas. Alors, en fait, même si on utilise le terme promotion, il faut se dire qu'on reste dans le cadre d'un concours, comme tout concours, même interne. Donc, il y a une phase préparatoire non seulement pour le dossier RAEP, mais pour la prestation orale, puisque la prestation orale ne doit en aucun cas reprendre ce qu'il y a dans le RAEP. Et donc, pour la prestation orale, il faut susciter l'envie aussi donc, de faire une prestation dynamique, enjouée, qui corresponde honnêtement donc à son parcours professionnel et montrer de par ses motivations l'envie d'accéder donc
au corps supérieur. Donc là, moi, c'était de B+ en A. Et donc, il faut non seulement s'investir, comme j'ai précisé donc, tout à l'heure, en amont, faire une phase préparatoire sur toutes les politiques publiques du ministère et après continuer à s'investir sur son poste. Puisque quel que soit le handicap, bon, le mien est visible et ça peut être aussi invisible, il y a toujours une appréhension de par les personnes qui reçoivent l'agent donc à l'issue de la promotion ou du concours. Il y a une appréhension en fait. Moi, j'ai ressenti à Versailles et après, ça s'est dénoué dans les 48 heures parce que ils m'ont vu, ils m'ont reconnu. Donc, du coup, ça a eu un gommage, comme un gommage pour le maquillage. Et donc, je trouve que la difficulté aujourd'hui, c'est que même s'il y a eu beaucoup d'améliorations, quand on a une invalidité, il faut toujours être dans l'excellence parce qu'on vous attend toujours au virage. Et donc, même si vous avez une difficulté donc, de physique, par exemple, vous devez être performant sur votre poste. Mais ne pas le faire ressentir, il faut que ce soit naturel. Et après, vous êtes mieux intégré et ne pas se plaindre au quotidien pour être accepté donc, dans son univers professionnel, puisque c'est une seconde famille. Voilà. J'avais noté une phrase que j'ai beaucoup aimée, que vous aviez donnée en préparant ce webinaire, c'était les deux choses importantes, c'est les facteurs travail et le facteur humain. Oui, alors il y a deux facteurs essentiels, quel que soit le travail dans le privé ou le public. C'est la combinaison et la synergie de deux facteurs, c'est le travail et l'humain. C'est-à-dire que même si on a un travail intéressant, il faut que l'humain soit aussi égalable que le travail pour motiver donc, son entourage, son équipe et aussi qu'il y ait un ressenti général, ne pas être dans la suspicion, la critique, et parce qu'il y a un aspect de frein. Et moi, je trouve que en fait, cette invalidité qui m'est tombée dessus suite à une méningite, en fait, j'en fais une force et je me dis, je peux apporter quelque chose à d'autres personnes parce que le facteur essentiel, c'est la santé. Et donc, après, je trouve que c'est une chance de pouvoir travailler dans un milieu qu'on appelle milieu ordinaire et donc d'évoluer après au sein de sa carrière. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir travailler, donc non pas à 80%, mais à 100% sur mon poste et de m'améliorer au quotidien, non seulement pour moi, mais aussi pour le service et pour les personnes qui m'entourent et qui sont dans mon service. Merci Loïc, je vous propose de terminer ce webinaire sur cette conclusion et ces mots de la part de Loïc. Je vais juste vous repartager mon écran une toute petite seconde pour vous présenter l'agenda du Handipact. Donc pour l'Île-de-France, nous avons l'étape francilienne du Tour de France de l'apprentissage le 29 juin à 9 h à la préfecture de région. C'est un temps important, n'hésitez pas à vous inscrire pour venir participer aux échanges qui auront lieu sur cette thématique. Thématique importante puisque c'est l'objet du prochain webinaire handicap et emploi national proposé par le FIPHFP le 5 juillet à 10 h. Et à nouveau pour les employeurs franciliens, nous nous retrouvons à la rentrée le 20 septembre pour un sujet autour de la communication et de la SEPH, comment préparer sa SEPH. Je vous remercie, je remercie à nouveau les intervenants. Merci beaucoup pour ces présentations. Je pense qu'elles sont inspirantes pour toutes les personnes qui nous ont écoutés ce matin. Vous aurez effectivement accès au replay et au support de ce webinaire auquel j'attacherai aussi les deux fiches de présentation de ces projets puisqu'ils ont été tous les deux candidats au prix de l'inclusion et sont arrivés premiers. Fabienne l'a mentionné, a été lauréate du prix de l'inclusion et la CNAV est arrivée second, donc n'a pas démérité non plus. Donc vous aurez également accès à ces deux, je vous
transférerai aussi ces 2 fiches qui rebalayent précisément aussi tout ce qui a été mis en place. Merci infiniment à vous pour cette matinée d'échange et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.